Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, de chiffres au sommaire d'ici soir. 130 prisonniers déjà atteints du choléra à la prison centrale de Makala, tous en quarantaine au pavillon 118 pour une prise en charge appropriée. Vous verrez dans les images le directeur général de l'Institut national de santé publique remettre l'un important de médicaments pour le traitement rapide de malades. Focus spécial ce soir sur la cérémonie de la pose de la première pierre de cliniques universitaires de l'université Congo. La première ministre Judith Suminwa Tsholuka l'a fait hier lundi, cérémonie marquant aussi le lancement officiel de travaux de ce qui s'annonce comme l'un des plus ambitieux projets hospitalo-universitaires du Congo central. Et puis vous écouterez la vision du président de la RDC défendue ce mardi à la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La voix de la RDC a été portée par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Madame, Messieurs, voilà tout pour l'introduction et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. À la prison centrale de Makala, 130 prisonniers déjà atteints du choléra, tous en quarantaine au pavillon, 118 pour une prise en charge appropriée. Le directeur général de l'Institut national de santé publique a conduit une équipe sur place pour évaluer la situation et remettre un lot important de médicaments pour le traitement rapide de malades. On débute cette édition avec ce reportage signé Rodépanda. Le choléra signalé à la prison centrale de Makala. 130 personnes sont déjà atteintes du choléra. Tous les malades sont en quarantaine au pavillon 118 où la prise en charge médicale leur est administrée suivant le plan de traitement A, B et C, conformément aux protocoles nationaux. Informé de la situation, le directeur général de l'Institut national de santé publique, INSP, le docteur Dieudonné Kazadi Mwamba, s'y est rendu pour s'en imprégner et évaluer les degrés épidémiologiques appréciés, les conditions de prise en charge des patients et identifier les mesures prioritaires pour stopper la chaîne de transmission dans ces lieux à forte promiscuité et garantir une bonne riposte. Sur place, il a été accueilli par l'équipe d'avance de sa délégation composée du directeur du programme du choléra, du manager, du système de gestion de l'incident choléra ainsi que de plusieurs experts mobilisés dans la riposte, sans oublier le directeur titulaire de la prison qui a aussi profité de la séance de travail tenue spontanément pour faire le point sur l'évolution des cas, le besoin logistique et les défis opérationnels. Et au chef de cet établissement sanitaire de la prison de renchérir encore en exprimant sa satisfaction de cette visite qualifiée de haut niveau qui est un signal fort de l'engagement des autorités sanitaires nationales. Après l'enregistrement de toutes les doléances présentées, le DG de l'INSP a réaffirmé la détermination de son institution d'accompagner durablement la prison pour la maîtrise rapide de cette épidémie avec un suivi approprié. Mwamba Kazadi a remis au nom du gouvernement à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale un lot important de médicaments et autres intrants sanitaires essentiels aux responsables du centre de santé de la prison. Cet appui stratégique vise à renforcer la qualité de la prise en charge et à consolider les mesures de prévention au sein de cet établissement pénitentiaire. Dans l'actualité également, le général-major Chico Chitambwe Jérôme, commandant de la première zone de défense, a conduit une importante délégation de l'état-major général de FARDC dans les provinces du Nord et Sud Kivu, Ituri, Chopo et Tanganyika. Le raison dans ces récits. Une délégation de l'état-major général de FARDC, conduite par le général-major Chico Chitambwe Jérôme, commandant de la première zone de défense, a effectué pendant près de 2 mois une mission à l'est de la RDC pour palper du doigt la situation réelle sur le terrain et apporter les messages d'encouragement du président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux militaires déployés sur les différentes lignes de front. Cette tournée a emmené le général-major Chico Chitambwe et sa délégation à Kalemi, dans la province de Tanganyika, à Bunia dans la province de l'Ituri, sur les lignes de front des hauts plateaux de Minembwe, à Fizi, Mwenga, Point Zéro, Uvira, à Baraka, Pinga dans la province du Sud Kivu, à Beni, à Butembo, Bunyakiri dans les Massissi, en province du Nord Kivu, pour citer à Kisangani dans la province de la Chopo. Au cours de son itinérance, le général-major Chico Jérôme a échangé au niveau tactique avec tous les militaires déployés dans les zones de combat, ainsi que les différents commandants, afin de s'imprégner des difficultés réelles auxquelles ils sont confrontés et dans les soucis de répondre au GV de la plus haute hiérarchie, à savoir l'amélioration des conditions et les renforcements des capacités opérationnelles sur les terrains afin de répondre les territoires occupés. J'aimerais que nous puissions parler entre nous, officiers des forces armées,
tel qu'on se connaît, tel que vous connaissez bien ma façon de faire, j'aimerais que vous puissiez me parler sans tabou. Vous me parlez des opérations sans tabou pour que moi et la délégation qui m'accompagne puissions prendre note et proposer des solutions à la hiérarchie. À la fin de cette tournée, la délégation est rentrée satisfaite à Kinshasa après avoir constaté que les militaires se comportent bien sur le terrain. Je le disais à l'entame, la première ministre Judith Suminwa Tshilukka a procédé hier lundi à la pose de la première pierre de clinique universitaire de l'Université Congo, marquant ainsi le lancement officiel de travaux de ce qui s'annonce comme l'un des plus ambitieux projets hospitalo-universitaires du Congo central. La cérémonie s'est déroulée devant quelques membres du gouvernement central, les autorités provinciales et une foule en lice. Emmanuela Commissaire, Chimène Dondo, Pompon Umba et Joe Patrick Koko. Une nouvelle bâtisse pour soigner, former et sauver de vies. À Kisontou, la première ministre Judith Suminwa Tshilukka a lancé les travaux des cliniques universitaires de l'Université Congo. 3000 lits annoncés pour faire émerger un pôle médical de référence dans le Congo central. La chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre devant une foule nombreuse. Les futures cliniques porteront son nom, première femme à diriger le gouvernement et fille de la province. En acceptant que les cliniques universitaires portent votre nom, en réalité, vous inscrivez votre action dans la dynamique de service à la vie. Jean Jaurès disait: identifiez-vous à l'humanité et alors vous échapperez au néant et vous serez éternel. Et Victor Hugo disait: les grands esprits n'ont pas besoin de tombe, leur nom suffit et leur nom est un monument. Aujourd'hui, vous vous inscrivez dans la dynamique de grands esprits. Le ministre de la Santé, Roger Komba, annonce aussi la mise en place d'un laboratoire dédié à la pharmacopée locale. L'Université Congo, au travers des cliniques universitaires, au travers du laboratoire de recherche, au travers de l'institut pharmaceutique qui va être bâti sur le même lieu, va répondre à cette pharmacopée traditionnelle pour que nous puissions produire nous-mêmes nos médicaments. Cela participe à la souveraineté sanitaire. Cela participe à la souveraineté du pays tout court. Excellence Madame la Première ministre, vous en êtes la personne qui traduit cela en réalité. Le gouverneur Grace Bilolo parle d'un symbole fort pour la province. J'estime que ces projets, bien qu'implémentés localement, dépassent largement les cadres provinciaux, qui s'inscrivent dans une dynamique de solidarité nationale où chaque province contribue à son niveau à la construction d'un système de santé fort, équitable et résilient au bénéfice de l'ensemble du pays. Autre enjeu, former sur place les futurs médecins sans passer par Kinshasa, souligne la ministre de la Jeunesse Grace Koutino. Kisontou pose ainsi les bases d'un futur centre hospitalo-universitaire majeur au service des soins, de la formation et de la souveraineté sanitaire en RDC. Au-delà de nos frontières, la RDC et la principauté d'Andorre ont officiellement établi leurs relations diplomatiques à la faveur d'un accord signé mardi à Genève en marge de la 61e session du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies. Oscar Balkaïj. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Excellences, distingués délégués, permettez-moi au nom du Président de la République démocratique du Congo et de la Première ministre de vous féliciter pour la conduite de cette 61e session. Monsieur le Président, la RDC demeure attachée aux principes de la Charte des Nations Unies et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, attachement qui se traduit par des réformes renforçant l'état de droit et la responsabilité. La protection des victimes, en particulier des femmes et des enfants, constitue une priorité. Elle se traduit notamment par une politique de tolérance zéro contre les violences sexuelles liées au conflit, des poursuites et des procès engagés
et la mise en place d'un mécanisme institutionnel de réparation consacré par la loi relative à la protection et à la réparation des victimes, qui a institué un fonds dédié afin de restaurer les droits et la dignité des victimes. Au-delà de la justice transitionnelle, la RDC s'attaque également aux causes structurelles des violations. La création d'un tribunal pénal économique et financier vise à poursuivre les crimes économiques et la corruption qui privent les populations de leurs droits fondamentaux. S'agissant de l'exploitation de ces ressources naturelles stratégiques, mon gouvernement exige le respect des normes internationales et des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'État veille à la responsabilité de l'ensemble des chaînes de valeur. Ces efforts demeurent gravement entravés par les violations commises dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment dans les zones occupées par l'AFC M23 avec l'appui du Rwanda. Les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, la mission d'établissement des faits et la résolution S-37-1 ont établi la gravité des violations et décidé la création d'une commission d'enquête indépendante. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2773, en a repris les constats et condamné les violations graves, demandant la cessation de tout soutien à l'AFC M23. Vous avez suivi la vision du président de la RDC défendue ce mardi à la 61e session du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies. La voix de la RDC a été portée par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Et puis, nous allons revenir sur cet élément. La RDC et la principauté d'Andorre ont officiellement établi leurs relations diplomatiques. Un face-à-face pour établir des relations diplomatiques solides entre la principauté d'Andorre et la République démocratique du Congo. À marge de la 61e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a échangé avec son homologue de la principauté d'Andorre, Imator Faus. Thérèse Kaikwamba a rappelé les différentes étapes qui ont conduit à la tenue de cette cérémonie de raffermissement des relations bilatérales entre les deux États. Nous avions l'occasion justement d'échanger sur le fait que nos deux pays n'ont pas de relations diplomatiques et que nous voulions le plus rapidement possible rattraper cela. Et donc je suis particulièrement heureuse que nous avons fait preuve ensemble d'une telle efficacité. En moins d'une semaine, nous nous sommes mis d'accord, nous avons pu signer ce MOU. Donc encore une fois, mes remerciements sincères pour avoir pris cette initiative et félicitations à nous deux et à nos équipes justement pour avoir pu la rendre possible dans un si bref délai et nous donner à nous deux en tant que ministres l'occasion justement de sceller de manière aussi solennelle l'établissement de nos relations diplomatiques et justement ce nouveau chapitre. Une rencontre à laquelle a pris part le ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Nguefa, en séjour de travail à Genève, en Suisse. Au pays, le Centre congolais de lutte anti-mine a officiellement lancé la télé nationale de révision du plan stratégique pluriannuel 2023-2032 et des normes nationales de lutte anti-mine. Le travaux prévu du 24 au 26 février sous le haut patronage du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani mettent autour d'une table le membre du gouvernement, de partenaires techniques et financiers, de représentants des organisations internationales ainsi que les experts nationaux dans l'idée d'actualiser la stratégie nationale de lutte anti-mine aux réalités sécuritaires du pays. Bobo Anmo Konzi. Cet atelier sur les normes nationales de lutte anti-mine vise à adapter la stratégie nationale aux réalités sécuritaires actuelles du pays. Ces plans stratégiques constitue la boussole des actions nationales en matière de déminage, humanitaires, de dépollution des engins explosifs et d'assistance aux victimes, a expliqué la chef du département plaidoyer du CCLAM, Deborah Ngalula. Le coordonnateur national du CCLAM, Emmanuel Okinu Omanga, a rappelé que la lutte anti-mine en République démocratique du Congo s'inscrit dans la dynamique de la Convention d'Ottawa signée en République démocratique du Congo le 1er mars 1997, interdisant l'utilisation, la production et le transfert des mines antipersonnelles. Nous aurons l'opportunité de partager nos expériences, d'intégrer les nouvelles données collectées et d'aligner nos actions
sur les priorités fixées par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De plus, nous mettrons à jour nos normes nationales de la lutte anti-mine pour mener à bien notre mission et bâtir la confiance au sein des communautés. Le ministre aux Affaires coutumières, représentant le gouvernement, a replacé cette initiative dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la consolidation de la paix. À travers cet atelier, le CCLAM réaffirme ainsi son rôle central dans la sécurisation durable du territoire national. À Beni, au Nord Kivu, le président de la Chambre basse du Parlement congolais a visité plusieurs chantiers réalisés dans une province confrontée aux défis sécuritaires mais résolument engagée sur la voie de la reconstruction. Aux côtés des autorités provinciales, Aimé Boji s'est imprégné de l'état d'avancement de ses ouvrages, symbole d'une province tournée vers le développement et la modernisation. Anim Balaka, Tété Bongunja et Patrick Badibanga. À Beni, malgré un contexte sécuritaire encore marqué dans les violences armées, les signes de reconstruction et de modernisation deviennent visibles. En séjour dans la ville, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, s'est rendu sur plusieurs chantiers structurants engagés par les gouvernements provinciaux. Aux côtés du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakoulé Evariste, le speaker de la Chambre basse du Parlement a inspecté des infrastructures appelées à transformer durablement le visage du Grand Nord. Première étape, l'usine de concassage et de bitumage érigée au point kilométrique 5 sur l'axe Kassindi-Beni, infrastructure stratégique destinée à améliorer la qualité des routes et la mobilité dans la région. La délégation s'est ensuite rendue sur l'avenue Djumlani, dans le quartier Malépé, où les travaux d'asphaltage évoluent progressivement, témoignant de la volonté des autorités de moderniser la voirie urbaine de Beni. Autre ouvrage inspecté, le pont Kanzouli sur la route Beni-Mangina. Un pont en béton armé long de 12 mètres et large de 15 mètres, appelé à renforcer la connectivité et les échanges économiques. Point culminant de cette visite, le site du futur aéroport international Etienne Tshisekedi Mulumba à Mavivi, vaste projet de 360 hectares comprenant aéroport national et international, piste de 3300 mètres, tour de contrôle et installation moderne pour passagers et cargos. Saluant l'engagement des acteurs locaux, Aimé Boji Sangara a félicité les partenaires impliqués dans la réalisation de ces infrastructures. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nous a inspiré le gouverneur qui, malgré les conditions difficiles, ici a décidé de démontrer que le Congo reste debout et restera debout et que nous allons progresser vers le développement de notre pays. Pour le président de l'Assemblée nationale, ces réalisations traduisent la résilience d'une province qui choisit de bâtir l'avenir malgré les défis sécuritaires. Toujours en province, la ville de Kolwezi a accueilli le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, une visite de travail qui s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des agents publics sur le réforme. Nadine Kilocho et Moké Maloma. Troisième étape de la campagne de vulgarisation des avancées de la réforme administrative dans l'espace Grand Katanga, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a foulé le sol de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le lundi 23 février 2026. Arrivé à Kolwezi, au centre minier de la ceinture cuprifère du Katanga, le responsable de ressources humaines de l'État a été accueilli au bas de l'avion par madame la gouverneure de province Fifi Masuka. Au sortir de l'aéroport, le vice-premier ministre a eu droit à un bain de foule dans une ambiance teintée des valeurs culturelles locales. Après l'aéroport, accompagné de madame la gouverneure, le cortège du vice-premier ministre s'est dirigé vers la salle de spectacle du gouvernorat provincial où il a sensibilisé les officiers supérieurs et subalternes de l'armée et de la police sur les régimes spéciaux de sécurité sociale gérés par la SENSAP, notamment la branche des risques professionnels qui intègre les militaires, policiers ainsi que leurs dépendants. Il a plu à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC de la police nationale, de nous instruire pour que désormais, dès lors qu'il s'agira des discussions tendant à améliorer les conditions socio-professionnelles des agents publics, que nous puissions systématiquement et automatiquement prendre en compte la situation des agents militaires. C'est pour cette raison qu'il y a eu d'abord, vous l'avez vu, un premier pas concernant votre traitement. On a parlé du doublement, mais ce n'est qu'un pas. Il y en aura un deuxième, puis un troisième.
Les officiers et sous-officiers sensibilisés se sont engagés à relayer fidèlement les informations reçues auprès de leurs troupes en vue d'assurer une appropriation effective de cette réforme, même dans les coins et recoins de la République. Et puis cette nouvelle, le 31 mars 2026, c'est la date butoir pour la déclaration des éléments d'assiette taxables. Les opérateurs économiques exploitant les installations classées de catégorie 1A assujetties aux taxes rémunératoire annuelle et de pollution sont appelés à s'y conformer d'après le secrétaire général de l'environnement au développement durable ainsi que la direction générale de recettes administratives, domaniales et de participation. Les dépôts de déclaration devraient s'y faire auprès de la direction des établissements humains et protection de l'environnement pour constatation et liquidation et le paiement de taxes devra intervenir le 15 juin pour la taxe rémunératoire et le 15 juillet pour la taxe pollution. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Parlons finances à présent. Renforcer la coordination et le dialogue autour de réformes structurelles engagées par le gouvernement congolais. Le ministre de Finances a accordé une audience tard dans la soirée du lundi 23 février à une délégation de la constituante représentant la RDC et 16 pays africains au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Les échanges ont porté sur la préparation de la 3e revue du programme. On écoute Régine Tsonde, administrateur au conseil d'administration du FMI. Nous sommes venus discuter, échanger avec Monsieur le ministre des Finances des questions des 2 programmes que la République démocratique du Congo met en place avec, dans le cadre des relations avec le FMI. D'abord, la facilité élargie de crédit, qui en est à sa 3e revue bientôt. Il y a une équipe des services techniques qui va visiter Kinshasa dans quelques jours et discuter également du 2e programme qui permet au FMI de soutenir les pays dans le cadre de leur politique contre le changement climatique. Nous appelons la facilité pour la résilience et la durabilité. Donc nous sommes venus échanger avec Monsieur le ministre des Finances de ces différentes questions de programme. Les questions plutôt d'échanger des idées pour s'assurer que les 2 programmes restent sur la bonne voie. Vous savez que le conseil d'administration avait conclut la 2e revue du programme FEC et la 1re revue du programme FRD de manière très satisfaisante en décembre dernier. Et donc, cette visite et celle des services techniques entrent dans le cadre de la 3e revue FEC et la 2e revue FRD. Et nous avons de bons espoirs que cette 2e revue, la FRD, se passe très bien, dans de bonnes conditions. Et pour cela, il faut des efforts. Comme vous savez, la RDC est un pays en développement dont les besoins de financement sont très importants. Nous avons besoin d'intégrer tous ces besoins de financement dans le cadre du programme. Donc, nous sommes ici pour cela et nous avons bon espoir que les 2 programmes vont rester sur la bonne voie. Le personnel de la cellule financière du Fonds national de promotion et de services sociaux ont suivi une formation sur le nouveau système comptable, un renforcement de compétences pour améliorer la gestion financière du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Cédric Kenina. Silence studieux, ordinateur allumé, bloc-notes ouvert. Les personnels de la cellule financière du Fonds national de promotion et des services sociaux, FNPSS, montent en puissance. Agents et cadres affectés au projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt renforcent leurs compétences à travers 2 formations stratégiques, une immersion totale au CCBNL, les systèmes comptables dédiés aux entités à but non lucratif et les basculements du Cisco-ADA vers les CCBNL. À la manœuvre, Maître Alice Mirimo, administrateur directeur général du FNPSS et coordonnatrice du PABEA Cobalt. Suivre avec assiduité cette formation parce que nous devons moderniser tout, que ce soit au niveau du PABEA comme aussi au niveau du FNPSS, parce que le Fonds national de promotion et de services sociaux étant l'organe étatique, donc l'établissement public qui gère ce projet, ce grand projet de PABEA Cobalt. Il a aussi commencé beaucoup d'autres projets aussi. Nous sommes déjà à 5 projets en plus du PABEA Cobalt. Ces formations s'inscrivent donc dans la préparation de l'audit 2024 du projet et dans la modernisation du cadre comptable.
La première session a été assurée par les experts du Conseil permanent de la comptabilité au Congo et la seconde par la firme Tomate, spécialisée dans l'accompagnement comptable et institutionnel. Le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, poursuit ses consultations autour du programme de développement local de 145 territoires. C'est mardi. Gulan Yembo a eu une séance de travail avec le caucus de députés nationaux de la province de Lomami et l'élu des Yaouma, Paul Gaspard Ngondonkoy. Objectif, renforcer la collaboration entre le gouvernement et le Parlement pour accélérer l'exécution de ces programmes voulus par le chef de l'État, Yvette Mankoutima et Peggy Mukunda. Il a été question lors de cet atelier de soumettre les conclusions et recommandations du consultant CPCS mandaté pour cette occasion. D'après les DG François Ngueni de l'UCPPP, l'unité de coordination partenariat public-privé, la loi numéro 18/016 du 9 juillet 2018 au PPP mérite une réforme car ces derniers a révélé des défis majeurs qui entravent encore l'attractivité de la République démocratique du Congo, dont les conflits de la compétence entre les organes de contrôle et des contradictions avec certaines lois sectorielles. Après 2 ans de fonctionnement de l'unité de conseil de coordination du partenariat public-privé, nous avons fait une évaluation et à la suite de cette évaluation-là, c'est d'apprécier les forces et les faiblesses et nous permettre de corriger ce qu'il faut corriger et aller de l'avant. Hélène Larocque, consultante juridique et vice-présidente adjointe Division Afrique francophone, parle de bien fondé de cette réforme PPP. L'objectif aujourd'hui ici, c'est de rassembler l'ensemble des parties prenantes pour améliorer le cadre juridique et institutionnel qui existe et pouvoir développer plus de projets et donc avoir des impacts sociaux et économiques beaucoup plus importants dans l'action publique. Notons que le DG de l'UCPPP, François Ngueni Moulouaï, a salué la participation des experts de la présidence, de la primature, du ministère sectoriel ainsi que celle des secteurs privés et de la société civile qui était très capitale. Vous avez suivi avec nous une rencontre qui a abordé le bien fondé de la réforme pour plus d'impact dans nos sociétés. Le ministre d'État, ministre de Plan et de la coordination de l'aide au développement poursuit ses consultations autour du programme de développement à la base de 145 territoires. L'exécutif et les législatifs en ordre de bataille pour accélérer les développements à la base. Le ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Mbombouizia, multiplie les consultations pour donner un coup d'accélérateur au programme de développement local des 145 territoires. Pour ce faire, il a reçu les caucus des députés nationaux de la province de Lomami dans un but précis, celui de resserrer le rang entre gouvernement et parlement afin d'assurer une exécution plus rapide et plus efficace de ces programmes initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des échanges qui se sont articulés autour de l'état d'avancement concret de projets dans les territoires de Kamiji, Luilou, Kabinda, Ngandajika et Lubao. Nous avions 64 ouvrages identifiés, dont 17 seulement qui ont été remis entre les mains de la population. Nous avons discuté avec le ministre, il nous a rassuré que l'exécution sera faite d'ici là, faute de moyens et faute aussi d'accessibilité dans certains sites où sont érigés ces ouvrages. Autour de la table également, le directeur général du Bureau central de coordination, Jean-Mabi Moulumba, et les différentes parties prenantes impliqués dans la mise en œuvre du programme, y compris les représentants résidents du PNUD, Damien Mama, dont l'institution figure parmi les agences d'exécution du PDL 145 territoires. Je voulais m'assurer de l'état d'avancement des travaux et surtout de la remise des ouvrages qui sont déjà terminés dans les territoires de Yaouma. À travers ces consultations en série, Guilain Mbombouizia s'affirme comme le chef d'orchestre de la planification du développement à la base. L'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain a procédé ce mardi à la signature de conventions de financement avec 4 opérateurs privés congolais spécialisés dans le foyer amélioré, Anita Luamba et Chikobi Ponda. La transition énergétique connaît une avancée significative en RDC. La signature de conventions de financement entre l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain et 4 opérateurs privés congolais en est une illustration parfaite.
Pour le directeur général de Lanceur, Cyprien Moussimar, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'investissement pour la forêt et la restauration de la savane, soutenu par la Banque mondiale, à travers un financement de plus d'$1 million américains. Plus de 100 000 ménages vont bénéficier des foyers améliorés, subventionnés à 50%. Nous franchissons un cap significatif. En accompagnant ces opérateurs, nous contribuons non seulement à améliorer les conditions de vie de nos populations, mais également à réduire la pression sur les ressources forestières, à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir une économie plus verte et inclusive. Au-delà des chiffres, l'enjeu est majeur. Les foyers améliorés vont permettre de réduire à coup sûr la consommation des combustibles de 30 à 45%. Tout procédé ou technologie permettant aux opérateurs privés nationaux de devenir plus compétitifs sur le marché des solutions de cuisson propre en RDC. Ce programme basé sur un mécanisme de financement axé sur les résultats, mais sur l'application des secteurs privés pour structurer un véritable marché de la cuisson propre, une approche qui combine protection de l'environnement, amélioration des conditions de vie et responsabilité des acteurs économiques. Tout à fait autre chose. Les femmes de la Synergie pour la paix et la sécurité ont échangé avec la coordonnatrice de services spécialisés du cabinet du président de la République en charge de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite de personnes. Les autres détails avec Nadine Yango. Ces échanges interviennent dans un contexte marqué par le processus diplomatique de Doha et de Washington, porteur d'espoir pour la stabilisation de la région des Grands Lacs. Un constat partagé par les participantes, un accord de paix ne peut être crédible que s'il garantit une sécurité réelle et mesurable pour la population. L'objectif principal de cette rencontre était d'offrir aux femmes et aux jeunes un espace d'expression afin que leurs analyses et recommandations soient transmises au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue de ces travaux, 3 résolutions majeures ont été adoptées, notamment l'élaboration d'un cahier des charges inclusif, la mise en place d'une feuille de route participative et la création d'une task force de la société civile chargée d'accompagner la mise en œuvre du processus de paix. Nous sommes en train de faire connaître le contenu de nos revendications, cela veut dire le cahier des charges qui a été élaboré par les femmes et que nous sommes en train de présenter même au niveau des institutions. Pour la coordonnatrice des services spécialisés des chefs de l'État, Chantal Yeloumolop, qui a réaffirmé son engagement et l'accompagnement de ces initiatives afin d'assurer leur cohérence avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RDC fait ainsi le choix d'une paix construite avec sa société et pour une stabilisation durable et crédible. À la mi-février 2025, le nouvel en provenance du projet Kasso Meno Kasenge Chalwe font état d'avancement remarquable, notamment sur le pont dont les fondations prennent forme sur le dérive de la rivière Luapula. Anita Lomba et Robert Kalemba. Les travaux du pont Oubané de 310 mètres de portée sur la rivière Luapula, reliant Chalwe Kabila en Zambie à Chalwe en République démocratique du Congo, avancent progressivement. Les 4 assises de fondation composées de 2 piles et 2 culées sont déjà enfoncées à une dizaine de mètres. Une grande quantité de ferraillage a été mise en place avant le coulage du béton avec environ 1700 mètres cubes prévus pour chaque pile. La superstructure métallique commandée en Chine est déjà fabriquée et sa livraison est attendue d'ici juillet. Une base-vie installée en Zambie et la construction d'une barge permettent le transport du matériel entre les 2 rives. Côté route, à la sortie de Kasenga, après l'université Augustin Katumba Mwake, la chaussée a atteint le niveau de la couche de base. Sur la section Makungu-Chalwe, longue de 19 km, la plateforme est prête à recevoir cette même couche avec plusieurs ouvrages de drainage déjà réalisés. Les matériaux proviennent de la carrière exploitée par la firme CCECC à proximité de Makungu. Des expropriations ont été nécessaires, accompagnées d'indemnisations et de rallongements, notamment à Kipeta, où 4 maisons ont été construites.
Dans les zones rocheuses, des travaux de dynamitage ont été réalisés pour adapter le profil de la route, principalement destiné au trafic des poids lourds. Pour rappel, le projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe est une concession accordée par la Zambie et la RDC au concessionnaire JED Africa. Il comprend la route, le pont et un poste frontière à arrêt unique. Le ressortissant de la chefferie Ombessa ont réfléchi sur le développement du territoire de Yaouma, province de la Chopo. Le nouveau président de l'association Lituka Li Ombessa, ville de Kinshasa, a été investi à cette occasion. Serge Merlemata. Issu du démembrement de l'ancienne province orientale, la province de la Chopo fait actuellement face à plusieurs défis majeurs. Lors de cette rencontre qui a réuni une brochette de ressortissants de la chefferie Mombessa en territoire de Yaouma, Sa Majesté Stani Selingi Lotupa a prêché l'unité, la solidarité des fils et filles de cette communauté pour développer les provinces. Il a en outre invité tout un chacun à aimer son village comme sa propre famille, à le visiter régulièrement et à contribuer également à son développement. Cette rencontre a également permis au chef coutumier, la chefferie Mombessa en territoire de Yaouma, dans la Chopo, Sa Majesté Loke Loke, de procéder à l'investiture du nouveau président élu, la structure Lituka Li Ombessa de Kinshasa. Un an après sa création, il s'agit de Greg Sambela. Il a été appelé par la même occasion à conduire les comités directeurs jusqu'à la fin de son mandat. Réunir tous les enfants originaires, la chefferie Mombessa vivant à Kinshasa en vue du développement et de l'émergence de cette contrée, tel est le but poursuivi par la structure Lituka Li Ombessa de Kinshasa. Et puis c'est communiqué avant de nous quitter. La Cour de compte siégeant en matière de discipline budgétaire et financière au premier degré appellera à son audience publique de ce mercredi 25 février 2026 à 9h de Kinshasa les affaires ci-après. Ministère public contre Mania Vita Emmanuel, comptable public au moment de fait. Ministère public contre Yombo Mukendi Jolie, directeur général de l'ONT au moment de fait. Ministère public contre Tumbachi Victor, directeur général de l'OVD au moment de fait. Ministère public contre Bonongo Tokole Pistis, directeur général de la Sokimo au moment de fait. Ministère public contre Mbiyamwenza Mukendi, directeur général de LMC au moment de fait à Kinshasa le 24 février 2026. Poba Malonda, conseiller en charge de la communication. L'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en chuluba, en kikongo sur la RTNC, la RTNC.cd. N'hésitez surtout pas à visiter notre site internet. À tous et à toutes, bonne soirée.